La conférence est maintenant enregistrée. Et je vais aller partager mon écran avec vous. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien la bonne chose. Je pense que oui. Donc, je démarre ça. J'ai la conviction que nous aspirons tous à faire une différence positive autour de nous. Dans le contexte démographique et économique actuel, l'innovation prend de plus en plus d'importance et pour avoir cet impact. Donc, je remercie Coaching de gestion de me permettre de faire cette présentation aujourd'hui et je vous dis un gros merci aussi à vous tous d'être présents et de venir découvrir comment des conversations plus intelligentes peuvent nous aider à bâtir des équipes plus intelligentes. Et je crois sincèrement que ce que je vais partager avec vous, c'est une des clés pour permettre aux équipes de mieux travailler ensemble pour innover. Je vais répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation, mais sentez-vous bien à l'aise de noter vos questions au fur et à mesure qu'on avance avec le bouton Q&A ou Q&R selon votre interface est en français ou en anglais. Donc, avant de poursuivre la présentation, je vais partager avec vous un sondage qui va s'afficher à votre écran dans un instant. Donc, selon vous, combien de nos conversations passent à côté de leur objectif? C'est-à-dire, quelque chose n'a pas été tout à fait saisi ou mal compris, peut-être que la conversation a vraiment été très mal, ou peut-être que son impact a été complètement différent de l'intention qu'on avait. OK, je ne sais pas pourquoi. Ça semble pas vouloir s'afficher. Je vais recommencer le sondage, ouvrir le vote. Donc, normalement, vous devriez être capable de voter. Je vais arrêter le partage pendant un instant et je vais recommencer par la suite. OK, non. Ouvrir le vote. OK, je ne sais pas pourquoi, mais le sondage ne veut pas du tout s'afficher. OK. Je trouve ça très, très étrange. On essaie de nouveau. Pouf! Je ne sais pas ce qui arrive, je suis désolée. Vous pouvez utiliser le bouton conversation ou Q&R pour répondre. Les choix de réponse, c'était 10%, 25%, 50%, 75% et 90%. Donc, la majorité d'entre vous, à date, me donnez les indices de 75%, 90%, il y a plusieurs 70, 75 qui sortent. Je trouve ça bien dommage que le sondage ne s'affiche pas. Je vais voir si je suis capable de faire un petit truc de magie avant de poursuivre. OK. Donc, je vais continuer, je poursuis. De toute façon, ça suscitait votre réflexion. Je vais continuer à partager le diaporama. OK.
Donc, aujourd'hui, au programme, je vous propose d'explorer des principes de base de l'intelligence conversationnelle et on va aussi expérimenter avec deux des outils qui nous aident à recadrer les conversations pour les rendre plus humaines, plus riches, plus productives. Et si vous avez le goût d'approfondir le sujet, je vous suggère la lecture du livre Conversational Intelligence de Judith Glaser. Dans son livre, Judith donne des exemples de comment elle a utilisé ces outils dans le cadre de coaching corporatif. Et elle vulgarise très bien aussi les principes de neurosciences qui sont à la base de l'intelligence conversationnelle. Donc, Judith Glaser, avec l'équipe de la Worldwide Business and Executive Coaches Summit, a développé un programme qui s'appelle Conversational Intelligence for Coaches. J'ai eu le privilège de compléter ce programme de janvier à juillet dernier et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager certains outils avec vous. Ces outils sont la propriété intellectuelle de Benchmark Communications, l'entreprise de Judith, ainsi que de Co-Creating Conversations, de Creating We Institute et Conversational Intelligence for Coaches. Aujourd'hui, vous allez être un participant actif. Donc, si vous n'avez pas de papier, crayon près de vous, je vous donne une dizaine de secondes pour aller en chercher. Donc, encore 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Je vous propose de lier ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec votre réalité. Et notre réalité, d'après une étude de Stanford University, c'est que 9 conversations sur 10 n'atteignent pas leur marque, passent à côté de leur cible. Quand même 9 sur 10. Donc, aujourd'hui, je vous propose de revisiter une de ces 9 conversations. Je vais vous poser des questions par rapport à cette conversation et je vais vous donner des exemples de réponses. Il ne s'agit pas d'un choix de réponse, mais bien de types de réponses qui vont vous permettre de mieux comprendre le sens que je veux donner à la question. Donc, pour commencer, je vous invite à prendre un moment, fermer les yeux. On va prendre 3 grandes respirations. Ça va m'aider à me calmer et vous, ça va vous aider à vous concentrer. Donc, on inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Je ne suis pas sûre que ça a joué un rôle dans mes nerfs, mais en tout cas, c'est pas grave, on continue. Donc, je vous invite à penser à une mauvaise conversation que vous avez pu avoir récemment. Et quand je parle d'une mauvaise conversation, je veux vraiment dire quelque chose est allé de travers, la pire si possible, et non pas une conversation qui était juste difficile. Donc, à ce moment-ci, essayez juste de revisiter un peu ce moment-là. C'était avec qui? Une personne, plusieurs personnes peut-être. Où est-ce que c'était? Est-ce que c'était au bureau, à la maison, au téléphone peut-être? Et de quoi est-ce que vous parliez? C'était quoi le sujet de la conversation qui a été si mauvaise? Maintenant que vous avez ressaisi un de ces moments, on va plonger plus en profondeur et c'est là que vous pouvez noter, je vous invite à noter vos réponses aux questions que je vais vous poser. Quand vous pensez à cette pire conversation, c'était quoi le ressenti physique que vous avez eu? Il y avait peut-être un point, une tension dans vos épaules, un sentiment d'étouffement. Donc, qu'est-ce qui monte en vous? Peut-être même que vous le ressentez en ce moment, juste en y pensant. Quel était le ressenti physique pendant cette conversation? Quelles sont les émotions ou les sentiments que la conversation a générés pour vous? Donc, est-ce que vous avez eu un sentiment
frustration, de colère, de tristesse peut-être? Est-ce que vous avez ressenti un sentiment d'impuissance ou peut-être vous vous êtes senti jugé? Quelles étaient quelles étaient les émotions et sentiments que vous avez ressentis, peut-être même que vous les ressentez à ce moment-ci? Quelle était votre perception de l'espace de la conversation? Est-ce qu'on était en terrain connu, coincé dans un terrain connu? Est-ce qu'on était plutôt en exploration, on était un peu perdu? Mais comment était l'espace? Défini, ouvert, peu importe, votre perception de l'espace. Quel était le type de dynamique de la conversation? Est-ce que vous étiez là pour échanger de l'information? Est-ce qu'il y avait plutôt une confrontation de pouvoir? Est-ce qu'il y avait une combinaison d'énergie qui se dégageait? C'était quoi la dynamique? Pourquoi que vous étiez là comme conversation? Donc, quelle était la dynamique de la conversation? Comment ou vers quoi était dirigée votre écoute? Est-ce que vous écoutiez pour, connaître ce que l'autre avait à dire? Est-ce que vous écoutiez pour être capable de justifier votre point de vue, le défendre? Quelle était la direction ou comment est-ce que vous étiez en train d'écouter lors de cette conversation? À quelle personne se déroulait la conversation en dominante? Par exemple, est-ce que c'était surtout au je et au-tu ou encore est-ce que vous exploriez le nous ensemble? Quel était ce qui dominait comme personne dans la conversation? En sachant que vous ne pouvez pas lire dans les pensées de votre ou vos interlocuteurs, quel était le niveau de confiance que vous estimez dominait la conversation? Donc, est-ce que la confiance était inconditionnelle, inexistante, unidirectionnelle? Donc, quel était le niveau de confiance qui dominait la conversation? Et enfin, quelles sont les conclusions que vous avez pu tirer de cette conversation? Il me prend pour un idiot, il veut ma peau, c'est un incompétent. Donc, quelles sont les conclusions que vous avez pu tirer? Il ne veut jamais rien comprendre, et ainsi de suite. Les conclusions. Gardez vos réponses pas trop loin, on va y revenir tout au long de la présentation. Donc, qu'est-ce que l'intelligence conversationnelle? L'intelligence conversationnelle, c'est une compréhension profonde, et par profonde, je veux dire plus que juste cérébrale, intellectuelle, aussi au niveau social, affectif et émotionnel. Donc, c'est une compréhension profonde que nos conversations sont plus qu'un simple échange d'informations. Ce sont aussi des expériences multidimensionnelles, dans le temps, dans l'espace, sur différents plans émotionnels, social, affectifs, sur des actions, etc. Et que ces conversations ont un effet d'entraînement, c'est-à-dire un ripple effect. Vous avez une conversation à l'heure du midi avec votre patron, vous en êtes frustré, vous parlez à votre ado pas longtemps après et vous transférez toute votre colère, votre frustration sur votre ado. C'est un exemple d'effet d'entraînement. Nos conversations sont aussi une occasion de connecter avec les autres. Les chercheurs nous disent qu'on est capable de détecter la présence de l'autre à partir d'environ 3 mètres avec nos champs magnétiques mutuels. Et ça veut dire qu'à partir de 3 mètres, notre corps essaie de déterminer si l'autre personne est un ami, un allié, un ennemi ou un incertain. Et nos conversations vont nous permettre de raligner nos champs magnétiques
pour transformer l'ennemi ou l'incertain en allié. On a cette capacité-là. Les conversations sont aussi des occasions d'explorer nos réalités internes, donc comment on perçoit ce qui se passe, qu'est-ce que ça génère en nous, et aussi les réalités externes, comment nous percevons ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais aussi comment l'extérieur nous perçoit, nous également. Autre découverte fascinante des chercheurs, les conversations ont un effet épigénétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot-là? Ça veut dire que nos conversations vont moduler l'expression de notre patrimoine génétique. Littéralement, ça peut allumer et éteindre certains gènes pendant les conversations, quand nos cellules se régénèrent. Donc, à ce moment-ci, j'aimerais vous parler des niveaux de conversation selon l'intelligence conversationnelle. La première chose à bien savoir, c'est que les 3 niveaux de conversation sont bons et essentiels à des relations saines, à des conversations saines. Donc, c'est vraiment des 3 niveaux qui sont bons et l'intelligence conversationnelle nous permet de détecter si on est pris à un niveau alors qu'on devrait être à un autre niveau. Et c'est quelque chose qui nous permet aussi de naviguer d'un niveau à l'autre au bon moment. Donc, le premier niveau, transactionnel, c'est un échange d'informations. On va demander, on va dire, par exemple, pour informer les gens de ce qui se passe, mettre à jour une équipe de l'état du dossier, etc. C'est un niveau de conversation qui est utile pour diriger les processus et pour diriger les gens pour accomplir la tâche. Par exemple, on se retrouve en réunion d'équipe et je demande, bon, Nadine, est-ce que tu pourrais nous rappeler l'ordre du jour, s'il te plaît? Donc, conversation de niveau 1 à ce moment-ci. Le niveau 2, positionnel, est plutôt un échange de pouvoir. Donc, on va se servir de notre pouvoir d'influence et de nos aptitudes à argumenter pour essayer de convaincre les gens, de rallier les gens à notre point de vue. Donc, le résultat d'une conversation de niveau 2 peut être gagnant-gagnant, mais pourrait aussi être gagnant-perdant. Donc, si on poursuit notre réunion d'équipe de tout à l'heure, donc tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour. Oui, OK. Julie, tu sembles avoir quelque chose à dire. Oui, Julie répond. Moi, je pensais qu'étant donné que tous les experts sont là, on pourrait parler du problème X pour trouver une solution rapidement. Ah, OK, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, OK. On va ajouter la discussion du problème X à l'ordre du jour. Conversation de niveau 2. Le niveau 3, transformationnel, implique plutôt un échange d'énergie. Ici, à ce niveau-là, on est plutôt en mode partage et découverte et on pose des questions auxquelles on n'a pas de réponse, des questions ouvertes pour découvrir des choses auxquelles on n'a pas de réponse. Donc, ce niveau-là, il est vraiment utile pour ouvrir les possibilités, pour réduire les angles morts. C'est vraiment le niveau auquel on devrait accéder pour un coaching d'impact ou pour une réunion d'innovation. Donc, si on revient à la réunion d'équipe de tout à l'heure, ça serait le niveau idéal pour avoir une séance de remue-ménage au sujet du problème X pour trouver une solution possible. Donc, en résumé, les 3 niveaux sont bons et essentiels pour des conversations saines, pour des relations saines. On a vraiment besoin des 3 niveaux. Et c'est vraiment notre capacité à naviguer entre les différents niveaux qui va nous permettre de bâtir la confiance, de réduire, peut-être même d'éliminer des résistances, de susciter l'écoute, la responsabilisation, l'imputabilité, pour être le catalyseur d'idées nouvelles,
pour amener l'équipe à passer du «je» au «nous», dans l'individualité au partenariat. Et point intéressant, c'est à l'aide des 3 niveaux qu'on va activer l'énergie de l'équipe. Et là, selon une étude de Harvard, on est capable de déterminer la productivité d'une équipe, selon le buzz d'énergie des conversations de cette équipe, sans même savoir le contenu des conversations. Là, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il y a un article qui est disponible sur le Harvard Business Review qui s'intitule The Science of Building Great Teams. Donc, je vous propose de plonger dans plus de détails pour chacun des niveaux, voir mieux saisir en quoi ils consistent, mais aussi c'est quoi les pièges de chaque niveau. Les prochaines diapos sont vraiment une synthèse de beaucoup d'informations. Donc là, ça serait vraiment utile là, si vous pouviez avoir la présentation à partir du site de coaching de gestion. Mais sentez-vous bien à l'aise, encore une fois, de noter les questions que vous avez par rapport à chacun des niveaux. Donc, le niveau 1, on parlait tout à l'heure d'échange d'informations. On définit vraiment l'espace à ce niveau-là, c'est-à-dire on est en terre inconnue, on va poser des questions, recevoir des réponses sur de l'information qui est déjà connue. Habituellement, nos types de questions, ça va être des questions fermées pour protéger ce que l'on croit être notre vérité ou ce que l'on pense que l'autre a comme vérité qui va nous être utile et qui est aligné avec ce qu'on croit être vrai. Si vous avez une conversation où la personne, c'est surtout le «je» et on parle de «mon succès, ma réussite», où c'est le focus, même si c'est pas dit dans des mots, c'est un bon signe qu'on est au niveau 1 de conversation à ce niveau-là. Et là, il y a un risque de tomber dans le syndrome «tell, sell, yell», c'est-à-dire dire, vendre, crier. C'est-à-dire, c'est mon point de vue, je ne suis pas ouvert au tien, that's it, that's all. Tu vas faire ce que je te dis, my way or the highway, ça c'est le syndrome tell, sell, yell. L'impact de ce syndrome-là, c'est que ça peut faire baisser la confiance. Et ça, c'est le cercle vicieux du premier niveau de conversation. Quand le niveau de confiance est bas, on a accès seulement au niveau 1 de conversation. Et quand on rentre dans le syndrome dire, vendre, crier, on fait baisser le niveau de confiance. Au niveau 2, on va explorer l'espace. C'est-à-dire qu'on a notre position et on est OK pour découvrir c'est quoi votre position. Mais on va chercher à savoir si l'autre va être notre allié, adhérer à notre perception de la réalité, la vérité. On peut être ouvert à se laisser influencer. Si pendant un coaching, vous êtes en train de dire oui, mais à votre client, il y a des bonnes chances que vous soyez en train d'opérer au niveau 2. À ce niveau-là, on pose des questions ouvertes, mais auxquelles on connaît plutôt les réponses. Donc, on explore le connu. Conséquemment, notre écoute vise surtout à accepter ou rejeter la position de l'autre et à défendre notre position. On va parfois aller dans le nous si on sent que l'autre, l'interlocuteur est notre allié. Et si on sent qu'il y a un désalignement, on va peut-être retourner dans le nous, ou si on se sent bien aligné, on va peut-être monter vers le nous. Et comme on l'a dit tantôt, le résultat d'une conversation niveau 2 peut être gagnant-gagnant ou gagnant-perdant, mais notre focus à nous, c'est habituellement d'avoir raison. On veut gagner l'argument. Il se produit quelque chose de super trippant quand on a raison. Notre corps sécrète de la dopamine. Petite parenthèse, la dopamine, c'est une hormone qui est impliquée dans les problèmes de dépendance, notamment la dépendance aux jeux d'argent. On va ressentir un sentiment de satisfaction, peut-être même de plaisir quand on a raison. Et plus on a raison, plus on peut devenir dépendant
d'avoir raison. Donc ça, c'est le cercle vicieux du niveau 2. Au niveau 2, le niveau de confiance est plutôt conditionnel, c'est-à-dire on est un peu incertain, est-ce que l'autre va se rallier à nous? Oui, ben là, la confiance peut augmenter. Non, ben la confiance peut descendre et ça peut nous diriger vers un niveau 1 ou un niveau 3 de conversation. Donc, à date, j'ai passé à travers les 2 premiers niveaux. Dans ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des choses, qui vous interpellent, qui ressemblaient à votre pire conversation? Vous pouvez les prendre en note avant que je passe au niveau 3. Donc, au niveau 3, on va vraiment créer de l'espace. Ça veut dire qu'on n'est pas tenu à notre perception actuelle de la réalité. On reconnaît qu'on ne détient pas la vérité ultime et on est prêt à l'explorer d'autres possibilités avec les autres. Donc, ce niveau présume qu'on est prêt à poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse et qu'on va écouter pour connecter avec ce que l'autre a à dire, avec l'autre personne en tant que telle. On va travailler pour transformer la conversation vers le nous, faire un partenariat avec l'autre et définir, conceptualiser quel va être notre succès mutuel. Il y a aussi un cercle vicieux dans le niveau 3. On a des bonnes idées, on fait des remue-ménage, des bonnes idées, d'autres bonnes idées, encore. Mais finalement, personne ne prend de décision, personne ne passe à l'action. Donc, c'est un piège du niveau 3 également. Pour avoir accès au niveau 3 de conversation, le niveau de confiance doit nécessairement être très élevé ou élevé. Ce qui est intéressant, c'est quand on a accès au niveau 3, on est capable d'amener l'équipe à passer de la peur, l'incertitude, à la co-création. On est capable de passer du pouvoir, de la politique, à des relations vraiment authentiques. On a fait passer de l'incertitude à une compréhension profonde au niveau intellectuel, affectif, social, émotionnel, etc. Et on passe du besoin d'avoir raison à la conception du succès partagé. Et enfin, on passe du groupthink, la pensée de groupe, le consensus, à la cohésion et au partenariat pour créer quelque chose de nouveau. Ça m'amène maintenant au premier outil que je veux partager avec vous, le tableau de bord conversationnel ou le Conversational Dashboard. Et là, je vous rappelle encore une fois, les 3 niveaux sont bons et essentiels à des relations saines avec les autres. Ce qui va moduler toutefois notre accès aux différents niveaux de conversation, c'est le niveau de confiance. C'est-à-dire, lorsque la confiance est basse, on a accès seulement au premier niveau de conversation. Lorsque la confiance est conditionnelle ou incertaine, on va avoir accès seulement au niveau 1 et 2 de conversation. Et c'est seulement quand la confiance va être élevée qu'on va avoir accès à tous les niveaux de conversation. Il y a aussi la façon qu'on va écouter. Est-ce qu'on écoute plus pour nous protéger notre réalité, qui nous amène plus dans le niveau 1, ou au contraire, est-ce qu'on va écouter avec l'intention de créer nous, d'amener l'équipe vers un partenariat qui nous amène plus vers le niveau 3 de conversation. Il y a 5 positions sur le tableau de bord conversationnel. La première position, c'est le résisteur. Le résisteur, c'est quand il n'y a aucun alignement avec notre interlocuteur, on ne sent aucun alignement avec notre interlocuteur et on va créer une résistance. J'ai mon point de vue, je ne suis pas ouverte au tien. That's it, that's all. Et là, on va être, nous, perçus comme étant quelqu'un
qui a de fortes croyances et puis qui est plein d'opinions, qui a les opinions très arrêtées. Le sceptique, ben, c'est quand on est un peu incertain, c'est-à-dire, il y a un désalignement, ça suscite des doutes. Donc, je veux t'influencer à mon point de vue, mais je veux en apprendre un peu plus à ton sujet, mais je ne suis pas certaine. Donc, on est perçu comme quelqu'un de douteux et qui peut porter des jugements assez facilement. Donc, à date, qu'est-ce qui, dans le résisteur et le sceptique, ressemble peut-être à ce qui s'est passé pendant votre pire conversation? Je laisse quelques instants pour répondre à cette question. La troisième position, c'est attendre et voir. C'est-à-dire qu'on attend que les autres se prononcent avant nous de nous engager. Ce qui fait qu'on peut paraître un peu timide ou incertain. Je ne suis pas certaine de mon affaire. Est-ce que je vais être valorisée? Est-ce qu'on va m'accepter ou est-ce qu'on va m'exclure? On peut paraître comme étant quelqu'un qui n'est pas certain à qui ou en quoi faire confiance. Donc, dans cette position, attendre et voir, est-ce qu'il y a des éléments qui ressemblaient à ce qui s'est passé dans votre pire conversation? La quatrième position, c'est l'expérimenteur. Et là, c'est pas une faute d'orthographe. L'expérimenteur, c'est la personne qui souhaite explorer, expérimenter et qui va guider l'expérimentation. Comment est-ce qu'on peut partager et découvrir le meilleur de ce que nous avons à date? On est perçu comme quelqu'un qui a la volonté ou qui est capable de prendre des risques et de faire confiance. La cinquième position, c'est le co-créateur, enfin. Donc, le co-créateur, c'est quand on arrive à créer un nouveau sens, peut-être même une nouvelle réalité. Donc, comment est-ce que nous pouvons trouver des nouvelles possibilités ensemble? Et on est perçu comme quelqu'un qui a la volonté d'explorer et de transformer la réalité avec les autres. Donc, je vais essayer à nouveau de faire le sondage. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Ça semble pas, ça semble pas s'afficher. Je vais essayer de voir. Non, ça ne fonctionnera pas non plus. OK. Donc, on va laisser faire le sondage, mais je vais vous poser la question quand même. D'après vous, dans quelle position résisteur, sceptique, attendre et voir, expérimenteur, co-créateur. Dans quelle position est-ce que vous étiez pendant votre pire conversation? Et selon vous, dans quelle position estimez-vous que votre interlocuteur se trouvait? Résisteur, sceptique, attendre et voir, expérimenteur et co-créateur. Donc, prenez ça en note, peut-être qu'on pourra partager là-dessus à la fin de la conversation. Personnellement, je me suis rendu compte la première fois que j'ai vu ce tableau de bord-là, que pendant nos réunions d'équipe, je me retrouvais surtout dans la position du sceptique malgré toutes mes bonnes intentions. Donc, comme vous pouvez voir, l'aspect visuel de cet outil est vraiment très utile pour aider les leaders à voir ce qui manque pour avoir des conversations plus productives et ça leur permet de recadrer soit en temps réel ou encore pour une prochaine conversation quand les émotions sont un peu plus élevées. Il y a aussi un truc biochimique qui se passe en nous. En fait, il y a plein de trucs biochimiques qui se passent en nous
Mais je vais vous parler de la dominante de chacun des niveaux. Déjà, je vous ai parlé de la dopamine qui est sécrétée lorsqu'on a raison et qu'on peut développer une dépendance à la dopamine en ayant raison. Quand on se retrouve dans la position du résistant ou du sceptique, on a tendance à sécréter du cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et petite parenthèse, le cortisol a une durée de vie d'environ 26 heures dans notre corps. Et donc, ça prend à peu près 26 heures à éliminer une dose de cortisol. Et c'est une hormone qui est très dure sur notre système, notamment au niveau des reins. Mais vous savez, le stress, comment ça cause des problèmes de santé. Également, bon, quand le cortisol est sécrété, c'est qu'on a le réflexe de combattre ou fuir. Et à ce moment-là, ben, ça affecte notre respiration, notre cohérence cardiaque et notre cœur va envoyer des signaux au cortex préfrontal pour allumer, éteindre, ou plutôt éteindre certaines capacités exécutives, nos fonctions exécutives, notamment celle d'entrer en communication, de bien connecter, de faire confiance aux autres. À l'opposé, quand on est plutôt dans la position de l'expérimentant et du co-créateur, on va avoir tendance à sécréter de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est un neuropeptide qui nous permet de faire confiance et d'entrer en relation, de bien connecter avec les autres. À l'opposé du cortisol, l'ocytocine a une durée de vie de seulement 3 heures. Et c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on a des attitudes et des comportements qui réduit notre perception de stress, donc qui réduit la sécrétion, entre autres, de cortisol. Donc, c'est très bon pour la santé. Il y a bien sûr des conditions qui vont promouvoir la confiance. Et là, je vous propose un mnémonique en anglais, les forces, les forces qui stimulent la confiance. Donc, le sentiment de justice et d'équité, le sentiment que ce qui se passe, ça nous concerne, que c'est donnant-donnant, qu'on a de la coopération, qu'on a le droit de s'exprimer et de s'exprimer jusqu'au bout et qu'on est sur un pied d'égalité également. À l'opposé de ces forces, on a des menaces qui vont stimuler la méfiance, entre autres le ton ou notre perception du ton de l'autre. Hein. Des fois, c'est juste notre perception. On reçoit un courriel et le ton de ton courriel alors qu'il n'y a pas de ton dans le courriel. Ça peut être aussi le sentiment d'être humilié, rejeté ou exclu. Quand il y a de la colère, les petites guéguerres de territoire et aussi le sentiment qu'on a un statut, une caste différente, qu'on n'est pas sur un pied d'égalité. Donc, comme vous pouvez voir, ça se passe beaucoup dans nos perceptions. Des fois, on va être face à un expert qui a toutes les réponses, qui a toujours raison et on va se sentir inférieur, on va se sentir opprimé par cette personne-là. Ça nous amène à un autre outil que je voulais vous présenter, l'échelle des conclusions. Donc, nos conversations difficiles surviennent quand on est en désaccord et que ça provoque de la colère, de la frustration, de la fuite, peut-être même de l'intimidation ou le sentiment d'être intimidé. Et on l'a vu, souvent, il y a quelqu'un qui veut avoir raison. Et puis, quand on est en désaccord, c'est selon notre interprétation des faits, des petites histoires, les interprétations différentes qu'on va se raconter par rapport à ce qui s'est passé, la conversation, la situation. Donc, l'échelle des conclusions, c'est un outil et même un processus pour aider les gens à partager leur histoire pour découvrir qu'ils ont créé une signification, qu'ils ont donné un sens à ce qui s'est passé d'après leur point de vue. Ça aide aussi à élargir notre compréhension de l'histoire de l'autre et de faire preuve d'empathie envers cette personne. Et c'est une occasion de créer, s'entendre sur une nouvelle compréhension
qui nous permet d'avancer vers un succès mutuel. Donc, l'idée, c'est de descendre l'échelle des conclusions pour être capable de réécrire le film de la situation. Donc, pour commencer, on veut être prêt à avoir un nouveau dialogue sur ce qui s'est passé. On veut choisir un bon moment, un bon lieu pour avoir ce dialogue et on veut être assez clair sur le résultat qu'on veut avoir de la conversation. Ça vaut la peine aussi d'explorer l'impact possible sur nous ou sur l'autre personne, d'avoir de nouveau ce dialogue. Et ça va nous aider à être beaucoup plus clair par rapport à notre intention de tenir ce dialogue. Donc, vous, si imaginez que vous allez reparler à la personne avec qui vous avez eu votre pire conversation, euh, qu'est-ce que vous aimeriez avoir en ressortant de cette conversation-là? Et qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre personne aille en ressortant de cette conversation-là? Avec quoi est-ce que vous voulez, vous pensez que, plutôt, pardon, quel impact est-ce que vous pensez que tenir ce nouveau dialogue pourrait avoir sur vous, sur l'autre? Et à la lumière de ça, comment est-ce que vous aimeriez moduler votre intention d'avoir ce dialogue? Donc, la première étape pour descendre l'échelle des conclusions, c'est de prendre le temps de connecter avec l'autre. On veut vraiment définir le contexte en exprimant qu'on souhaite traiter la situation ensemble pour pouvoir avoir des conversations plus saines au sujet de ce qui s'est passé notamment. Et on informe la personne qu'on veut renforcer la relation avec elle. Donc, quel mot est-ce que vous utiliseriez pour dire ça à votre interlocuteur? Comment est-ce que vous connecteriez avec l'autre personne dans votre contexte? La deuxième étape, c'est de partager mutuellement nos histoires. Donc, chacun son tour, on va parler de notre perception des faits, des sentiments et des émotions que ça a généré pour nous, peut-être des croyances et des pensées qui ont émergé et finalement des conclusions qu'on en a tirées, à tort ou à travers, peu importe, peut-être même qu'on avait raison dans nos conclusions. Et chacun son tour, on fait ça et pendant ce temps-là, l'autre personne écoute sans interruption ni jugement. Donc, à ce moment-ci, normalement, ce serait vous qui exprimeriez votre histoire. Donc, qu'est-ce que vous avez perçu dans les faits, les sentiments, émotions que vous avez ressentis, les pensées, les croyances et les conclusions que vous avez tirées. Mais à ce moment-ci, je vais vous demander de vous mettre à la place de l'autre et quelle pourrait être sa perception des faits. Selon vous, quelles sont les émotions et sentiments que cette personne a pu ressentir? Quelles sont les pensées ou des croyances qui ont pu émerger ou lui passer par la tête au moment de la conversation? Et quelles sont possiblement des conclusions que cette personne-là a pu retirer? Donc, la troisième étape, c'est de découvrir l'impact et accueillir cet impact, dans le fond, que ça a pu avoir sur l'autre personne. Donc, à la lumière de ce que vous avez imaginé pour l'exercice de l'étape 2, selon vous, quel a été l'impact pour l'autre personne? La quatrième étape, c'est de découvrir le ripple effect, l'effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour vous, pour l'autre personne, autour de vous, autour de l'autre personne, au niveau des émotions, au niveau des autres conversations, au niveau des actions. Et bon, c'est comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, conflit avec patron, on déverse ça sur notre ado. Donc, ce genre d'effet d'entraînement que ça a pu avoir. Donc, selon vous,
quel a été l'effet d'entraînement de votre pire conversation pour vous et pour l'autre? La 5e étape, c'est d'établir un partenariat. Donc, avoir un dialogue pour se dire comment dans le futur on va mieux faire. Quelles actions, quels engagements est-ce qu'on est prêt à faire ensemble pour créer un meilleur résultat? Et on peut s'entendre aussi pour faire un suivi, se donner du feedback pour s'assurer qu'on reste aligné vers l'effet désiré. Donc, à la lumière de ça, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour promouvoir un partenariat avec l'interlocuteur de votre pire conversation? Donc, après avoir fait le tour de votre pire conversation, j'espère que vous avez réussi à la voir sous un autre jour. Maintenant, je vous propose un petit jeu. On va quand même aller assez rapidement pour que je puisse répondre à vos questions. Hem, cette fois-ci, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un employé ou d'un coaché et moi, je vais être votre patron ou votre coach, dans la position que vous sentez le mieux. Moi, je vais m'amuser sur le tableau de bord et vous allez noter ce qui se passe pour vous à l'aide de l'échelle des conclusions. Le X, c'est moi qui ai le micro. Donc, c'est moi qui vais parler à votre place et vous allez vous concentrer sur ce que ça génère pour vous, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, peu importe sur quel plan ça génère quelque chose pour vous. Chaque fois que vous sentez quelque chose monter, vous le notez. Donc, hier, vous avez demandé à me rencontrer pour me parler d'un problème. Donc, après avoir fait la demande pour me rencontrer, ça a continué à tourner dans votre tête et vous avez eu des super bonnes idées. Et puis, ça pourrait avoir un impact sur plein d'autres projets. Vous êtes pas mal fiers de votre coup parce qu'il y a pas mal de créativité et l'impact que ça pourrait avoir, c'est super bon. Alors, aujourd'hui, on se rencontre. Vous rentrez dans mon bureau. Hey, salut, je suis contente de te voir. Je t'attendais. Assis-toi. Tu m'as dit que tu voulais me parler d'un problème. Vas-y, je t'écoute. Alors, vous me parlez du problème, vous m'expliquez le problème et vous vérifiez que j'ai bien compris. Je dis oui, oui, beau problème. Écoute, as-tu pensé à faire X, Y, Z? Tu sais, c'est la solution la plus facile, tu as toutes les ressources, j'ai tout à fait confiance en toi. Vas-y, si tu as besoin d'aide, reviens vers moi, je vais t'aider. OK? Donc, je vous ai coupé la mèche pas mal courte ici, hein, vous n'avez pas parlé beaucoup. Vous vous sentez peut-être, un peu frustré, vous pompez peut-être un peu, mais comme vous pouvez constater, j'étais très bien intentionnée, je voulais vous aider, vous étiez bien intentionné. Donc c'est pas seulement quand on est vraiment en conflit qu'on peut être le résistant ou le sceptique, ça peut se produire quand on est bien intentionné également. Allons-y pour la prise 2. Vous arrivez dans mon bureau. Hey, salut, je t'attendais. Bon, tu m'as dit que tu voulais me rencontrer pour me parler d'un problème. Vas-y, je t'écoute. Vous m'expliquez le problème. Vous me demandez si j'ai bien compris. Oui, 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 oui. Beau problème. À quoi est-ce que tu t'attends de notre rencontre? Vous me répondez que vous voulez partir avec une solution qui marche. Alors, je vous demande, OK, à quoi tu as pensé comme solution? Vous m'expliquez un peu vos idées et là, je vous dis: «Ouais, ouais, c'est des idées très intéressantes, mais je ne suis pas sûre qu'on a les ressources, ni le temps de le faire. As-tu pensé plutôt à faire, X, Y, Z? Surtout qu'on a toutes les ressources, alors, regarde, vas-y, si tu as besoin de moi, fais-moi signe». OK? Donc c'est peut-être un peu mieux que tout à l'heure. Vous avez eu la possibilité de vous exprimer un peu plus, mais probablement que vous vous sentez un peu frustré encore. On y va pour la prise 3. Vous arrivez dans mon bureau. «Hey, salut, je t'attendais. Tu voulais me parler d'un problème». Vous m'expliquez le problème, vous vérifiez que j'ai bien compris
Et là, je vous pose une drôle de question. Là, essayez de faire abstraction là, de ce que j'ai pu causer comme frustration dans les 2 premières prises, là. Je vous pose la question: à quoi est-ce que tu aspires? Wow! Ouais, drôle de question. C'est la première fois que je vous pose ça, donc vous me dites: «Aspire». Qu'est-ce que tu veux dire par aspire? Là, j'hésite un peu, là, et je vous dis: écoute, ça serait quoi la meilleure version, une meilleure version de toi ou et de la situation que tu voudrais voir émerger en arrivant à une solution pour ce problème-là? Justement, et là, vous commencez à me parler de vos idées et du leadership que vous pourriez avoir, en implémentant ces idées-là et qu'on commence à explorer ça, OK? Donc, vous pouvez constater que pour pouvoir aller dans ce type d'exploration-là, un niveau de confiance élevé est essentiel. Et comme je vous avais pompé un petit peu avant, peut-être que vous n'étiez pas prêt à aller explorer encore ces idées-là. Donc, aujourd'hui, on a exploré les concepts de l'intelligence conversationnelle et on s'est amusé avec le tableau de bord des conversations et l'échelle des conclusions. Et puis, tout comme tous les autres outils de l'intelligence conversationnelle, ce sont des outils qui sont simples, concrets et accessibles à tous. Alors, à ce moment-ci, je vous remercie et je vous donne maintenant la parole pour poser vos questions. Vous pouvez, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, vous pouvez soit lever la main ou soit poser des questions à l'aide de la rubrique Q et R. Je vois également qu'il y a des choses dans la conversation. Donc, je vais essayer de voir. On me pose la question par rapport à la formation de Judith, qui est en anglais. Euh, il y a d'autres formations au niveau des neurosciences qui peuvent s'apparenter à ce qui est offert, Conversational Intelligence for Coaches. Mais à ma connaissance, c'est unique en son genre. Et puis, bon, c'est certain que j'offre, moi, des ateliers avec les coachs, les leaders que je coach et leurs équipes. Donc, c'est plus comme ça que je vais travailler avec les gens, là, directement avec eux, moi, en utilisant ces outils-là avec mes clients. Alors, je me dirige vers les questions, les réponses. OK. Euh, OK. Comment est-ce que j'utilise, ces notions avec le coaching d'équipe ou de groupe? Je dirais que c'est à ce moment-ci, c'est beaucoup plus en coaching d'équipe que je l'utilise. Comme tableau de bord, conversationnel et l'échelle des conclusions, ça va être comme des posters qu'on va mettre, disponibles dans la salle, mais j'en parlerai pas nécessairement spécifiquement. C'est plus quand il va y avoir une situation où est-ce que je vois, par exemple, qu'il y a 2 perspectives divergentes, bien là, on va peut-être aller, sur le tableau de bord, pas le tableau de bord, pardon, mais l'échelle des conclusions, puis essayer de voir, qu'est-ce qui a fait que ça diverge? Ou je vais peut-être attirer l'attention sur, quand je vois que quelqu'un est en position sceptique ou résistant, et bien là, je vais expliquer le tableau de bord et je vais dire, OK, dans comment vous vous sentez en ce moment? Où est-ce que vous vous trouvez sur le tableau de bord conversationnel? Saïd demande pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à appliquer tout ce qu'on sait lors des conversations? Ben, comme j'ai mentionné plus tôt, quand on se retrouve dans un réflexe combattre ou fuir, il y a de la tension, il y a du stress, il y a de la colère, notre cœur envoie des signaux à notre cortex préfrontal. Notre cortex préfrontal, c'est un peu le contrôle pour l'utilisation globale de notre cerveau. Donc, on perd un peu nos capacités à aller chercher ce qu'on sait déjà. Par contre, la première étape, je dirais, là, quand on se rend compte qu'on n'est pas à la bonne place dans une conversation ou qu'il y a de la tension, ben, c'est de le dire, tout simplement. Donc, écoute, j'ai l'impression qu'on
qu'on parle de 2 points de vue différents, qu'est-ce que tu dirais qu'on explore et qu'on s'écoute, en suspendant notre jugement pour mieux comprendre l'autre? Et ça va aider justement à raligner nos champs magnétiques et allumer la confiance et rallumer, les capacités de notre cortex préfrontal, entre autres. C'est là que les neurones miroirs se retrouvent, qui nous permettent de vraiment s'aligner, avec, les autres personnes. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? En attendant qu'il y ait d'autres questions, comme il est presque 17 heures, je vous remercie premièrement d'avoir été avec moi ce soir et je vous rappelle que la prochaine téléconférence va avoir lieu jeudi 15 décembre à 16 heures heure normale de l'Est, c'est-à-dire 22 heures Paris. Le thème sera, Tribal Leadership et c'est Stéphane Surdec, qui est un coach, intégral, de l'Outaouais, l'Outaouais, Montréal, il se promène un peu partout dans le fond, qui va vous présenter ça et ça promet d'être intéressant. C'est vraiment pour, dans la perspective des équipes agiles et c'est vraiment la spécialité de Stéphane d'aider les équipes à être plus agiles. Donc, il connaît son affaire et puis ça va être très intéressant. À ce moment-ci, est-ce qu'il y en avait il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Est-ce qu'il y en avait qui voulaient partager peut-être ce qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont vécue, pendant les exercices qu'on a faits, qui voulaient partager leur prise de conscience peut-être, en faisant les exercices? Vous pouvez lever la main, je peux tenter de vous donner la parole ou vous pouvez écrire, dans la conversation. Il y a Saïd qui dit: «Merci, pour la générosité, la fluidité de mes connaissances». Ben, merci à vous, Saïd, d'être avec moi ce soir. C'est un plaisir de partager, ce que j'ai appris avec vous. Il y a Stéphane qui demande: «Le succès de la conversation ne repose-t-il pas sur la synchronicité des 2 parties?» Un peu lorsque les niveaux de confiance sont similaires. Bon, effectivement, je peux être bien intentionnée, sentir que, je suis à un niveau, expérimentant, mais je peux dire quelque chose qui va déclencher, la résistance chez l'autre personne. Donc, ça et c'est là que sentir qu'on n'opère pas au bon niveau nous permet de prendre des actions pour, heu, rétablir la synchronicité, on peut l'appeler comme ça, mais en se disant les choses vraies, on est capable de se raligner et de s'entendre pour créer un succès mutuel. Merci Stéphane de cette très belle question. OK, donc je sais qu'il est, 17 heures, donc s'il y en a qui doivent quitter, vous pouvez le faire sans gêne. Et si vous voulez demander une unité d'éducation continue, vous envoyez un courriel à Lucille à l'adresse conférence arobase, coaching.qc.ca. Donc un grand merci à tous. Je reste encore en ligne s'il y en a qui veulent s'exprimer par écrit ou, avec le micro, vous pouvez lever la main et je vais voir pour, si je suis en mesure d'allumer vos micros, mais sinon, vous pouvez quitter. Donc à ce moment-ci, je vais arrêter l'enregistrement dans ce cas-ci.